Guilleux est sociologue de la Chine à l'université Paris-Cité, auteur de publications telles que La République populaire de Chine en 2024 ou encore en collaboration avec Éric Florence de Régime de travail en Chine, identité, institution, agentivité en 2023. Samedi 8 mars 2025, Gilles Guilleux présenté à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du festival Made in Asia, Quand la Chine parle, son nouvel ouvrage co-dirigé avec Lu Shi et publié aux éditions Belles Lettres. Bonjour à tous, merci d'être là pour cet échange. Donc, je vais d'abord présenter l'ouvrage. Je vais présenter l'ouvrage en deux temps. Je vais présenter le projet et ensuite je vais incarner ce projet en détaillant deux chapitres. Donc, il s'agit d'un ouvrage collectif. On est 16 contributeurs et ma collègue Louche et moi-même sommes tous les deux sociologues, mais avons un intérêt continue pour la question des mots et la question du lexique, notamment parce qu'on est confronté à des étudiants qui apprennent la langue chinoise et parce que, évidemment, quand on passe d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas exactement les mêmes sens. Et je commencerai par donner un exemple. Le terme qui, en chinois, désigne les travailleurs migrants, en chinois, nongmingong, dont la traduction littérale, Nongmingong, veut dire les travailleurs paysans. En effet, la Chine connaît, comme vous le savez, des migrations massives depuis 3 décennies de paysans, enfin de ruraux qui viennent chercher un travail en ville. Ça commence dans les années 1990. Et en effet, dans les années 90, ces migrations sont des migrations de paysans qui quittent l'activité, l'agriculture, pour venir travailler en ville, et notamment sur les chantiers de construction. Donc on a bien des travailleurs d'origine paysanne. Le terme est tout à fait toujours utilisé, et en particulier par l'administration chinoise. Le Bureau national des statistiques publie chaque année un rapport chiffré sur les travailleurs paysans. Sauf que, à l'heure qu'il est, ce terme n'a plus de sens, puisque les nouvelles générations de gens qui s'installent dans les villes et qui éventuellement viennent des campagnes n'ont jamais eu aucune activité agricole. Ce sont des gens qui sont souvent des fils et filles de travailleurs migrants, donc ils sont eux-mêmes nés en ville. Et s'ils sont nés à la campagne, ils n'ont jamais été paysans. Donc c'est pour vous dire que les mots... le sens précis des mots traduit à la fois des réalités, mais aussi l'action politique, que ces mots sont l'objet de conflits, parce que ce mot Nongmingong n'est de facto pas utilisé par les migrants en question, qui se désignent éventuellement comme des Waidiren ou des Wairanko, c'est-à-dire la population venue de l'extérieur de là où ils habitent, de là où ils travaillent, ou encore ils s'appellent Ta-Gong-Tai, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui vendent leurs bras. Donc les mots font aussi l'objet de conflits qui expliquent qu'ils ont un certain succès, qu'ils apparaissent, qu'ils émergent et qu'ils disparaissent. Donc l'ouvrage est une succession de 34 entrées ou 34 notices qui font quelques pages chacune. Et on revient donc sur 34 néologismes, 34 expressions nouvelles des 10 ou des 20 dernières années de la langue chinoise. La langue chinoise est une langue qui se prête particulièrement à l'innovation lexicale. Non pas qu'on crée des sinogrammes nouveaux, mais qu'on crée des combinaisons de sinogrammes. Et donc, c'est ça l'innovation lexicale en Chine, c'est la combinaison de sinogrammes. Donc, une langue extrêmement flexible,
En fait, je voudrais ajouter que ces combinaisons de sinogrammes sont pleines d'intertextualité, puisque en fait, les idéogrammes que vous utilisez font souvent référence à des textes littéraires ou à des textes antiques. Donc, il y a plusieurs façons de les lire. Et évidemment, ces combinaisons, par ailleurs, sont l'objet de jeux, puisqu'il y a des jeux d'homophonie, il y a des jeux d'inversion des combinaisons qui font que cette langue est, il me semble, l'innovation lexicale prend des formes qui sont tout de même singulières, alors que, évidemment, l'innovation lexicale n'est pas propre à la Chine. Si je brosse rapidement un panorama de l'innovation lexicale en Chine au cours du dernier long siècle, il y a au moins 3 moments très forts d'innovation lexicale. Il y a la fin du 19e et le début du 20e siècle, ce que j'appelle la première modernité chinoise, quand la Chine s'ouvre au reste du monde, importe massivement des savoirs, des techniques et aussi des objets. Donc on se met à parler de science, de religion, de philosophie, autant de termes qui n'existaient pas, de sciences politiques. Évidemment, on importe des objets, le cinéma, la photographie. Entre parenthèses, souvent ces mots arrivent en Chine via le Japon ayant précédé la Chine dans l'adoption de ces savoirs ou de ces objets. Le deuxième grand moment d'innovation lexicale en Chine, c'est évidemment au moment où triomphe le Parti communiste, quand il prend le pouvoir en 1949. Et évidemment, comme il a l'ambition de construire une société nouvelle, de construire une économie, un mode d'organisation de l'économie nouveau, bien, émergent toutes sortes de termes qui n'existaient pas. L'unité de travail auquel chaque citoyen de la République populaire est affilié, les communes populaires dans les campagnes, et puis ensuite, une grande partie de cette innovation lexicale est liée à des mouvements politiques, la révolution culturelle, qui voit émerger les gardes rouges, etc. Hong Wei-ping. Donc, un fort moment d'innovation qui est lié à des politiques publiques et à des initiatives prises au sommet de l'État. Le troisième moment plus proche de nous d'innovation lexicale, c'est évidemment les conséquences de la politique de réforme et d'ouverture à partir de 1979. La Chine s'ouvre à nouveau au reste du monde et là aussi importe massivement des techniques, des technologies et aussi des savoirs. Les années 80 sont des années marquées par des traductions absolument massives de la littérature scientifique, y compris des sciences sociales occidentales. Le projet du livre il existe une littérature sur ces innovations lexicales. Et en particulier une littérature scientifique sur ce que j'appellerais les mots de la modernité, de la modernisation. Il existe une littérature sur les mots du politique, que ce soit le maoïsme. Un collègue, François Godement, a publié récemment, en 2021, un ouvrage qui s'intitule « Les mots de Xi Jinping », où il commente la littérature publiée par le secrétaire général du Parti communiste, qui est également le président de la République. On voulait faire autre chose. Alors, dans l'ouvrage, on a sélectionné donc 34 entrées, mais on voulait certes évoquer des termes qui sont initiés par le pouvoir politique, parce que l'État chinois continue de jouer un rôle important, majeur, mais on voulait aussi s'intéresser à la façon dont des citoyens sont à l'origine de certains termes qui circulent, etc. Donc, à l'opposé d'une terminologie qui circule du haut vers le bas, du sommet de l'État vers la société, on voulait s'intéresser à des circulations horizontales
d'un lexique initié par les citoyens, l'idée étant de donner à voir, à comprendre, à saisir la créativité de la société chinoise. Et un des lecteurs de l'ouvrage m'a dit que pour une fois, il lisait un livre sur la Chine qui ne lui faisait pas peur. On n'avait pas peur de la Chine en fermant l'ouvrage, quoi. Et donc, j'ai pris ça comme un très gentil compliment, parce que je pense qu'en effet, c'est quand même ça qu'on a voulu se faire comprendre, c'est que même si on est dans une société, dans un régime autoritaire, eh bien, il y a des marges de manœuvre, sans doute de plus en plus contraintes et restreintes, mais les citoyens ont des espaces dans lesquels ils peuvent en particulier jouer avec les mots. Alors, comment on a choisi ces expressions ? En fait, il y a un travail tout à fait régulier qui est fait par les lexicographes chinois, qui recensent les termes qui émergent. Chaque année, c'est un travail qui, depuis plusieurs décennies, il existe une commission nationale de la terminologie qui publie chaque année une liste de mots nouveaux qui sont légitimement nouveaux, à condition évidemment qu'il n'ait pas de connotation politique contestataire, ni non plus, vous imaginez, une dimension érotique trop poussée. Donc à ces conditions, ces termes peuvent être intégrés dans ces listes qui sont très abondamment diffusées dans la presse spécialisée, mais aussi dans la presse grand public, parce que le public chinois est très friand de ces listes, de ces classements. Et j'ajouterais que les autorités politiques aussi sont très soucieuses de montrer la vitalité de la langue chinoise, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la langue est un instrument de pouvoir au sein même de la Chine. Vous n'êtes pas sans savoir que la pratique de langues qui ne sont pas le mandarin est problématique pour un certain nombre d'ethnies non chinoises en Chine. Et puis par ailleurs que la créativité de la langue, la capacité de la langue à se renouveler est évidemment un signe de vitalité de la société chinoise et peut-être un argument de puissance même à l'extérieur de la Chine. Voilà, donc on est parti de ces recensements officiels qui comptent en fait plusieurs milliers de termes. Et puis ensuite, on a voulu que la sélection porte à la fois sur des termes qui évoquent la vie économique, la vie politique, la vie au travail, la vie politique, mais aussi donc des politiques publiques. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y a un chapitre est consacré à l'expression « se cai yi tang », mot à mot 4 plats, une soupe, qui est une expression qui a été utilisée par les autorités politiques dans le cadre d'une campagne invitant les consommateurs chinois à la modération dans leur consommation alimentaire au restaurant. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes allés en Chine, il ne nous a pas échappé que bien souvent au restaurant, la moitié de la commande reste sur la table après le départ des convives. Donc dans le cadre de la lutte des autorités contre le gaspillage, on a promu Se Cai Yi Tang. Voilà un exemple de politique publique qui s'incarne, qui prend forme dans un slogan qui est une expression, en l'occurrence de 4 caractères. Et on a voulu aussi montrer combien les citoyens essayent de détourner ces slogans. Et donc, en l'occurrence, à Ce Cai Yi Tang, une façon de de résoudre le problème, c'est de demander au restaurateur de verser les 4 plats que vous avez commandés dans une seule assiette. Donc vous pouvez multiplier les assiettes, hein, ou alors de faire 4 plats, une soupe, et puis ensuite de recommencer. Donc vous n'avez plus qu'à 4 plats et une soupe à chaque fois sur la table. Donc vous voyez que l'idée, c'est de montrer comment
même quand il y a une politique publique qui s'incarne dans des mots, il y a des jeux possibles pour s'acclimater des injonctions du pouvoir politique. Et puis, le dernier critère de sélection, c'est qu'en fait, on est un groupe de 16 auteurs qui sont les uns sociologues, les autres anthropologues, d'autres historiens. Il y a en fait une linguiste. C'est vraiment un ouvrage sur la société, ce n'est pas un ouvrage de linguistique. Et on a après donné des consignes d'écriture à chacun. Les chapitres, on s'est efforcé dans chaque chapitre de raconter des histoires. Donc il est question, parce que bien souvent derrière ces expressions, il y a des faits divers qui sont comme dans n'importe quelle société. Il me semble que les faits divers sont des épisodes qui cristallisent, qui révèlent des tensions au sein de chaque société. Donc c'est aussi vrai en Chine. Donc on retrouve un certain nombre de faits divers qui sont connus en Chine. Et aussi, on a eu le souci d'incarner les histoires qu'on racontait dans des personnages. Donc on croise des influenceurs, très important en Chine, les influenceurs, des activistes, en particulier un chapitre consacré aux livreurs, ceux qui livrent les paquets, en particulier les repas. Il y a eu des mobilisations de livreurs contre les conditions dans lesquelles ils étaient mal rémunérés, et certains activistes ont acquis une certaine notoriété, etc. Je reviens maintenant sur les conclusions qu'on tire au terme de ce parcours à travers les mots de la Chine. Première conclusion qui saute aux yeux, si vous avez déjà ouvert le volume, c'est l'importance du digital. Je veux dire, la société chinoise est une société extrêmement intensément digitalisée, où une grande partie de la vie économique, sociale, se passe sur votre ou vos, au pluriel, téléphones. Le digital, c'est d'abord une économie. Les autorités politiques n'ont pas du tout pensé le développement d'Internet comme un espace de liberté et d'échange. De toute façon, je ne crois pas que ça a été... Les forces qui propulsent ces espaces sont surtout des forces qui sont soucieuses de faire des profits plus qu'autre chose. Ce n'est pas spécifique à la Chine. Donc on a des chapitres qui évoquent comment la digitalisation crée de la valeur. J'ai évoqué donc le chapitre consacré au petit grand frère de la livraison, en chinois Peisong Xiaoge, qui est un des termes utilisés pour désigner les hommes et aussi les femmes. Je vais parler des femmes. Ne vous inquiétez pas. Qui livrent. Mais aussi, il y a un chapitre, par exemple, consacré au Daigo, qui sont donc ces professionnels, enfin ces gens qui résident à l'extérieur de la Chine ou qui sont à l'extérieur de la Chine et qui achètent pour des consommateurs chinois des biens qui ensuite sont acheminés souvent par courrier postal. Vous leur avez commandé un parfum Chanel, une crème Lancôme ou du lait en poudre pour enfants, alors que, comme vous le savez, le lait en poudre fabriqué en Chine n'a pas de très bonne réputation, pour les raisons dont vous vous souvenez peut-être. Donc là, le digital, c'est une économie, mais le digital, c'est évidemment quand même aussi un espace de construction des identités collectives et des identités individuelles. Donc, il y a plusieurs chapitres, je vais y revenir, enfin plusieurs entrées, je vais y revenir tout de suite, où on discute de la transformation des normes de genre en Chine, de qu'est-ce que c'est que la féminité, qu'est-ce que c'est que la masculinité.
et aussi un espace de révélation de l'intime, puisque c'est aussi en ligne que de nombreux citoyens publient des journaux, que ce soit sous la forme de texte. Donc le plus célèbre de ces journaux est celui de cette écrivaine qui, pendant la pandémie à Wuhan, a publié son journal, ce qui lui avait lu quelques remontrances, notamment sur le net. Mais aussi, voilà, on écrit des textes, on met en scène sa vie sous la forme de vidéos, parce qu'il y a une autre pratique extrêmement courante en Chine est de fabriquer quasiment parfois quotidiennement une petite vidéo et de la mettre en ligne. Voilà. Et puis il y a quand même un lieu où s'expriment des opinions éventuellement contradictoires. Deuxième conclusion, cette diversité de mots révèle aussi une société contrastée, inégale. Je prendrai pour exemple l'expression Tiduanzhankou, qui est une expression littéralement qui veut dire les populations bas de gamme, qui est une expression qui a été utilisée par les autorités de la municipalité de Pékin à l'occasion d'un incident, enfin d'un incendie plus exactement, de l'incendie de bâtiments en périphérie de la ville habités par des migrants, et cet accident a enclenché une politique d'éradication des dites populations bas de gamme. C'est-à-dire on a expulsé massivement les travailleurs migrants de la ville de Pékin, ce qui a d'ailleurs provoqué un certain nombre de problèmes. Il n'y avait plus personne pour faire les livraisons. Voilà, qui est juste un exemple des politiques conduites par les municipalités, en tout cas les plus grandes des municipalités, de mettre les populations les moins diplômées le plus loin possible du centre-ville. Le centre-ville étant réservé aux populations de préférence polyglottes. Après, autour, on met les populations qui parlent le mandarin, puis alors ceux qui ne parlent pas le mandarin, on les met vraiment le plus loin possible. Voilà, donc une société très inégalitaire. Mais on montre aussi, il me semble qu'une des conclusions, c'est qu'on voit une société en intense mouvement. Alors évidemment, le mouvement le plus massif, c'est le mouvement des migrations des campagnes vers les villes, puisque évidemment la transformation la majeure qu'a traversée la Chine ces 30 dernières années, c'est l'urbanisation. On est désormais à une société qui a 65% faite d'habitants qui sont en ville. Donc un grand nombre de ces termes sont liés à l'urbanisation. Par exemple, donc le terme Chaiqian, qui sont donc ces deux caractères qu'on lit sur les façades des maisons qui vont être détruites et qui donnent lieu souvent d'ailleurs à des conflits entre les habitants et les autorités municipales qui ont décrété que tel bâtiment était destiné à la destruction. Donc des mouvements des campagnes vers les villes, mais aussi des mouvements en sens inverse. On a une entrée qui est consacrée aux jeunes urbains, souvent des jeunes urbains diplômés, qui choisissent de retourner en ville. De retourner à la campagne, enfin, ou d'aller s'installer à la campagne pour vivre une vie meilleure, c'est-à-dire échapper à la pollution, échapper à l'intensité de la vie urbaine, à ses exigences, à la compétition effrénée, etc. Voilà. On voit aussi une société qui est, me semble-t-il, intensément connectée au reste du monde. J'en prendrai pour exemple l'expression Tanmei. Donc la littérature Tanmei, c'est une littérature qui vient du Japon, en passant par Taïwan. Enfin, c'est un type de littérature qui sont des récits qui sont le plus souvent publiés en ligne, qui racontent des histoires d'amour entre garçons et qui sont consommés exclusivement par une clientèle féminine, par un lectorat féminin.
c'est une littérature qui a été d'abord inventée au Japon. Voilà, on voit évidemment donc c'est ça qui nous intéresse, c'est les circulations entre la Chine et le reste du monde. On voit aussi évidemment la présence de l'État. J'ai évoqué ce Tsai Ing-tang. Mais voilà, il y a une entrée qui est consacrée à ce mouvement Tangping, donc traduit par où un internaute a publié un message invitant ses lecteurs à rester couchés. Donc l'idée, c'est ne pas participer à ne pas travailler dur, ne pas consommer ardemment, mais passer sa journée à coucher sur son lit. Et donc, ce qui est, me semble-t-il, le signe d'un essoufflement ou même d'un épuisement du modèle de mobilisation des travailleurs en Chine. Tout simplement parce qu'il y a autrefois, on récompensait les gens qui travaillaient, mais maintenant, les salaires ne sont plus ce qu'ils étaient ou ne sont plus à la hauteur de ce qu'on espère. Les prix de l'immobilier sont vertigineux, donc c'est plus la peine de travailler dur, quoi. Voilà. Et puis, je terminerai par souligner que un des axes, un des thèmes qui traverse l'ouvrage, vous l'avez compris, c'est la capacité qu'ont les citoyens de la République populaire de jouer avec les mots, de jouer avec les injonctions du pouvoir politique et en fait de pratiquer l'humour. Et donc, voilà, je ne pense pas que vous allez éclater de rire en lisant le livre, mais vous allez au moins sourire à certains moments de lire l'inventivité des citoyens. Alors, l'ouvrage comporte des images, si vous l'avez feuilleté. Donc, il est illustré. Et donc, vous allez donc voir ce dont on parle. Donc, en particulier, je ne sais pas, cette image, ce qui est bien connu, c'est que, par exemple, l'expression chère au président Hu Jintao, de promotion de l'harmonie sociale, Ressier, les internautes ont détourné la question de l'harmonie en parlant des crabes de rivière, puisqu'en fait, Ressier, ça veut aussi dire crabe de rivière. Évidemment, ce sont deux autres caractères. Et donc, il y a des jeux autour des crabes de rivière, etc. Des images autour des crabes de rivière, qui est une façon de se moquer de l'harmonie sociale. Alors, venons-en aux femmes, puisque c'est le thème du jour. Si c'est erreur de ma part, j'ai croisé une manifestation qui mobilisait apparemment assez massivement sur ce thème. Alors, on a une entrée qui fait beaucoup sourire, puisqu'en fait, on a une entrée sur le mouvement MeToo, qui, en chinois, les deux caractères qui... Donc là, c'est comme souvent, quand on importe un mot étranger en Chine, on joue d'un jeu de mophonie. Et donc, MeToo en chinois se dit riz-lapin. MeToo, riz-lapin. Et donc, le chapitre, cette entrée, revient sur les conditions dans lesquelles le mouvement MeToo se répand en Chine. Et d'abord, d'abord dans notre monde, c'est-à-dire dans le monde universitaire. Ça commence par une ancienne étudiante, une diplômée d'université qui dénonce la façon dont elle a été victime de harcèlement sexuel par son professeur, qui enclenche un certain nombre de témoignages dans le monde universitaire, évidemment d'étudiantes qui ont été victimes de leur professeur, qui suivi de pétitions, etc. Et puis, au fur et à mesure où les mois passent, ça commence en 2018, au fur et à mesure où les mois passent, d'autres milieux, c'est assez analogue à ce qui s'est passé ailleurs, d'autres milieux sont concernés. Je citerai la chaîne de télévision nationale, vous voyez, où une présentatrice vedette a expliqué que quand elle était stagiaire, elle avait été soumise à des pressions. Et puis, peut-être l'épisode le plus célèbre, c'est quand, en novembre 2021, cette joueuse internationale de tennis
Peng Shuai, a visé très très haut, puisqu'en fait sur son blog, elle a dénoncé la façon dont elle a été harcelée par un ancien membre de la conférence politique, du comité permanent du bureau politique, c'est-à-dire la plus haute instance de la direction chinoise. Donc il fallait oser le faire, elle l'a fait, et comme vous le savez, elle a été immédiatement réduite au silence, elle a disparu pendant plusieurs mois, avant de réapparaître manifestement très encadrée, etc. Et après qu'il y a eu des mobilisations internationales autour de ce qui lui était arrivé. Donc la réalité, c'est que si le mouvement a pu se développer pendant quelques années, le mouvement s'est très largement éteint depuis, parce qu'on a supprimé l'espace disponible pour qu'il s'exprime. J'ajoute que, en fait, ce mouvement MeToo se développe dans un contexte où, quand même, en Chine, il existe, il y a une histoire du féminisme ou des mouvements en faveur qui luttent pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez, un certain nombre d'entre vous savent qu'il existe une association nationale des femmes, Fulien, qui a vocation depuis 1949 à lutter qui est une émanation du Parti communiste, qui a vocation à défendre les intérêts des femmes, et donc qui conduit un certain nombre d'actions. Et puis plus récemment, en particulier après 1995, en 1995 a lieu un événement important. Une grande conférence internationale sur les femmes a lieu à Pékin, et cette conférence de 1995 est suivie par une éclosion d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales, si tant est qu'on puisse parler d'organisations non gouvernementales en Chine, en tout cas d'organisations qui se mobilisent sur un certain nombre de questions, égalité au travail, lutte contre le harcèlement sexuel et lutte contre les violences conjugales, qui sont des questions en Chine comme ailleurs tout à fait importantes. Au cours des années 2000, il y a eu un certain nombre d'actions conduites par des associations féministes dans l'espace public. Donc de manifestations. Donc dans le livre, il y a des photos où on voit des femmes qui ont des pancartes et qui dénoncent en particulier les violences conjugales. Encore une fois, les conditions d'expression et de lutte se sont très largement dégradées ces dernières années. Et je terminerai par quelques mots sur une autre entrée qui est consacrée aux Nuhans, c'est-à-dire les femmes masculines. Donc, mot à mot, les femmes masculines. C'est une expression qui apparaît au début des années 2010 sur le net pour décrire les femmes qui ne sont pas conformes au canon de la féminité telle qu'elle s'entend aujourd'hui en Chine. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que les femmes étaient il y a 10 ou 20 ans. Puisqu'en fait, la marchandisation de la société chinoise et le passage à une économie de marché, etc., s'est accompagné d'une regenrification des rôles sociaux qui avaient très, très largement... les femmes et les hommes étaient, en théorie au moins, dans une position d'égalité dans la Chine socialiste. Mais la marchandisation de la société, la conversion au capitalisme globalisé a très largement vu les femmes être plus féminines. Et donc, il y a eu un débat au début des années 2010 sur ces femmes masculines. Et donc, débats et discussions qui ont très largement eu lieu en ligne. Le débat a été particulièrement vif quand, en 2015, à l'occasion du gala du Nouvel An, publié sur CCTV. Donc le gala du Nouvel An, c'est l'émission de télé la plus importante de Chine, dans la nuit du Nouvel An, qui est regardée par des centaines de millions de téléspectateurs.
Et dans ce gala de l'année 2015, il y avait un sketch, donc il y a des chansons, il y a des sketchs humoristiques, etc. Et il y a un sketch qui est interprété par 2 femmes qui interprètent l'une une femme très féminine, jolie, maquillée, voilà, svelte, et l'autre une femme masculine, ni jolie, enfin je veux dire massive, mal habillée, pas maquillée, etc. Et immédiatement après cette projection sur Internet, les gens ont dénoncé la caricature des Nurhans, des femmes masculines. Alors je vous ajoute évidemment que ces femmes masculines sont accusées d'être carriéristes, d'être célibataires, donc de ne pas faire d'enfants, vous voyez ce que je veux dire, donc de ne pas être au service de la renaissance de la nation chinoise. Etc. Et donc, il y a eu une polémique sur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que la féminité aujourd'hui. Comme vous le savez, dans le cadre étant donné les conditions, la situation démographique aujourd'hui, les femmes en Chine sont invitées à se concentrer sur la maternité et l'éducation de leurs enfants. Alors, pour terminer, pour une note sur la masculinité, il y a aussi une entrée sur la question de la masculinité et sur les hommes pas virils. C'est aussi une grande question discutée, y compris par les autorités politiques, qui s'inquiètent de voir dans les séries télé, sur les écrans des films et dans les écrans publicitaires, de jeunes messieurs au teint pâle, au physique frêle, qui ont un succès fou. Donc entre parenthèses, cette mode de la masculinité douce, je ne sais pas comment l'appeler, et vient de Corée, comme vous le savez peut-être. Hein. C'est en Corée mais c'est dans toute l'Asie, hein. En Corée, au Japon et en Chine aussi, des messieurs, voilà, je sais pas, des messieurs pas virils. On rencontre un succès phénoménal et vendent de très nombreux produits. Donc il y a une entrée consacrée à cette masculinité douce qui s'intitule « Petite viande fraîche », puisqu'en chinois, on les appelle « xiao xianrou ». Et sur cette touche, je vais vous céder la parole pour répondre à vos questions. Vous avez écouté à l'instant Gilles Guilleux à la librairie Ombre Blanche le samedi 8 mars 2025 autour de la publication de l'ouvrage paru aux éditions Belles Lettres « Quand la Chine parle », rencontre organisée à l'invitation du festival Made in Asia et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
trzeba 100 lat.